Vous devez être épuisé par ce monceau de connaissances que vous avez eu toute l'après-midi. Et en plus, moi, je vais terminer en vous inquiétant. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment bien. Enfin, bon. Les crises sanitaires, vous le savez, hein, vous l'avez vu, vous êtes comme moi, depuis quelques années, on en parle beaucoup. Vous avez entendu parler de noms bizarres, de ces virus bizarres, chikungunya, MERS, coronavirus, grippe aviaire, Ebola, Zika, la peste en ce moment à Madagascar. Ça survient, c'est des flambées épidémiques. On n'a pas vraiment d'explication, on en a quand même quelques-unes. Les changements climatiques, bien sûr, et puis le fait que voilà, les transports aériens, finalement, il faut que le monde est petit. Mais néanmoins, on a peur de tout ça. Vous avez peur, j'ai peur. On aimerait comprendre, on aimerait anticiper, on aimerait prévenir, et on aimerait éviter, bien sûr. Alors la crise Ebola est un bon exemple de ce qui s'est passé. On va s'y arrêter quelques minutes, et puis je vous dirai ensuite la vision que j'ai pour le futur. C'était pile il y a 3 ans, en octobre 2014. Moi, j'avais les mains complètement dans le cambouis. Je venais d'être nommé délégué interministériel de la lutte contre Ebola. J'étais un super fusible pour les politiques parce qu'il y avait une grande inquiétude autour de cette maladie. Pourtant, les choses avaient débuté tranquillement, plutôt au printemps 2014, c'est-à-dire quelques mois avant, en Guinée, dans 3 petits pays, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, des pays un peu du bout du monde, du bout de l'Afrique, ignorés d'un peu tout le monde, avec des cas dramatiques de décès dans un tableau de fièvre hémorragique. MSF qui avait commencé un peu à crier au secours à partir du mois d'avril. Et puis Ebola le virus Ebola, on s'était bien rendu compte qu'il s'agissait d'Ebola, avait été isolé dans un laboratoire de très haute sécurité, le laboratoire INSERM Mérieux de Lyon. On ne s'était pas trop inquiété, moi le premier, je le dis, hein, très sereinement. Pourquoi? Parce que Ebola, on le connaissait depuis 40 ans. Il y avait déjà eu 20 petites épidémies, environ 1000 morts d'Ebola. Et puis à chaque fois, ça avait débuté, puis ça s'était arrêté très vite, touchant un village, 2 villages. Et puis les choses s'étaient très vite arrêtées, je dirais faute de combattants, parce que quand même ce qui était inquiétant, c'est qu'Ebola, tel qu'on le connaissait, c'était 70% de mortalité. Alors les choses vont brutalement s'accélérer à partir de la fin du printemps, début de l'été 2014, où là, on rentre en crise sanitaire, en crise politique, en crise sociétale. Pourquoi? Parce qu'il y a des milliers de morts, parce que les systèmes sanitaires des 3 pays sont sur les genoux, et puis, disons-le, à partir de septembre, parce qu'il y a aussi quelques cas de médecins ou de soignants qui ont attrapé Ebola dans ces 3 pays et qui sont ramenés en Europe ou aux États-Unis et qui font la une des journaux et qui font la une de BFM Télé. Et il y a des suspicions d'Ebola. Et donc, il y a le Nord, tout d'un coup, se dit « mais si Ebola était en train de se généraliser ?» Dans le même temps, les pays sont sur les genoux. Ils sont coupés du monde. Les voisins ont fermé les frontières. Les compagnies aériennes n'arrivent plus. Il n'y a qu'Air France qui a tenu le choc en Guinée. Et puis, les soignants donnent beaucoup. Et d'ailleurs, je dédie ce speech aux 1200 soignants qui sont décédés, infirmières aux médecins, qui sont décédés d'Ebola durant cette période. Alors, à ce moment-là, les autorités s'activent, l'OMS se remue, des fonds s'est débloqué, la Banque mondiale libère beaucoup de fonds, et puis en France, il y a une sorte de répartition qui se fait. Les États-Unis vont s'occuper du Libéria, l'Angleterre de la Sierra Leone et la France de la Guinée, parce que nous sommes dans le monde de la francophonie. Donc on va voilà, avoir 2 types d'actions. La première, c'est 60% de mortalité, on avait début septembre. Moi, j'avais passé l'été, je m'étais quand même, je vous ai dit que je m'étais pas trop inquiété au mois de mars. Je m'étais quand même réveillé avec toutes les équipes d'infection en France. À partir du début juillet, on avait passé l'été à construire un plan et qu'on a délivré, entre guillemets, à partir de fin septembre. Alors, quel plan? Premièrement, c'était construire des centres de traitement contre Ebola dans ce bout du monde qu'était la Guinée forestière. C'est 2h30 d'hélicoptère de Conakry, c'est
environ 2 jours et demi de route en 4x4 dans des conditions très très difficiles. Et il a fallu, avec les ONG françaises, avec MSF, avec Alima, avec la Croix-Rouge, monter un certain nombre de centres de traitement. Il n'y avait rien, on est parti de rien. Bon, et puis à partir de là, il a fallu installer ces centres de traitement et puis se rendre compte qu'on arrivait avec nos yeux de gens du Nord, de blancs du Nord, où finalement, bien sûr, on voulait éviter que l'épidémie se poursuive, et donc il fallait isoler les suspicions, puis isoler les patients, puis isoler les décès. Les décès étaient mis dans des sacs de plastique blancs, étaient enterrés dans la chaux-vive. On est dans un pays musulman en Guinée, où la notion et la culture de l'enterrement, de toucher les morts, est totalement essentielle, qui a d'ailleurs contribué à l'épidémie dans une certaine mesure. Mais là, on était en train de couper tout ça. Eh bien, les équipes d'ONG étaient reçues à jet de pierre. Et je vous garantis que ça, j'ai une bonne expérience de l'Afrique, de l'infectiologie, du sida. Ça m'a remis en cause toute une série de choses en se disant qu'on ne construit pas contre la société. On doit une fois de plus construire avec la société civile, et c'est ce qu'on a commencé à faire très rapidement après. Alors à côté de cet aspect ONG, sanitaire, French Doctor, je suis fondamentalement un chercheur, donc il fallait poser des questions de recherche. Comment peut-on poser des questions de recherche dans une situation aussi dramatique? Et où finalement, est-ce que c'est même licite de poser des questions de recherche quand il y a une crise humanitaire de ce type? Moi, je le pense fondamentalement parce que c'est la recherche qui fait avancer, c'est la recherche qui fait bouger. On a posé 5 questions. Premièrement, essayer de trouver un médicament. Deuxièmement, il y avait 70% de mortalité, il y avait quand même 30% de gens qui ne décédaient pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils avaient, ces survivants? Qu'est-ce qu'ils avaient de particulier? Troisième question, participer à un essai vaccinal. Quatrième question, c'était réfléchir autour des sciences humaines et sociales, puisque c'était très important. Et puis enfin, cinquièmement, c'était réfléchir autour du virus et de son réservoir. En effet, c'est un virus qu'on connaissait assez bien au plan fondamental. C'est-à-dire que la chaîne de transmission, elle se fait de la chauve-souris, puis ensuite qui passe aux animaux sauvages. Les animaux sauvages sont mangés par les populations, et à ce moment-là, il y a une contamination qui se fait. Et ensuite, il y a une contamination interhumaine au moment de l'épidémie. Donc la chauve-souris est un élément totalement essentiel. Donc question simple, pourquoi la chauve-souris vit-elle avec ce virus Ebola dans de bonnes conditions, alors que l'homme, finalement, avait à ce taux de mortalité majeur? Il y avait très peu de chercheurs sur Ebola, très peu de chercheurs sur la chauve-souris, et on a commencé donc à financer, entre guillemets, à mettre en action un certain nombre d'équipes travaillant sur la chauve-souris en France, avec un laboratoire un peu spécialisé là-dessus, qui a commencé à séquencer ce qu'il y avait dans le génome de la chauve-souris, et d'ailleurs à trouver des choses qu'on ne connaît pas bien, et avec des séquences de virus qui peuvent être fondamentalement des futurs Ebola, donc avec une grande inquiétude. Mais aussi en comprenant mieux pourquoi la chauve-souris survit avec ce virus aussi pathogène. Alors, sur les 5 questions, est-ce qu'on a eu des réponses? Il y a eu quelques réponses. Premièrement, on a pu mettre en évidence et activer un médicament. Alors, on n'a pas trouvé un médicament contre Ebola en un an, c'est impossible, mission impossible. On s'est servi à partir des séquences du virus et de sa vision en 3-4D, eh bien, on avait des médicaments contre la grippe qui étaient assez proches finalement de sites dirigés contre Ebola. Et donc le favipiravir est un médicament qui est actif contre Ebola, et ensuite on a pu mettre en évidence à la fois chez le primate, chez l'homme, avec un essai non randomisé, parce qu'il nous a paru essentiel au plan éthique de ne pas randomiser cet essai contre un placebo, mais de regarder directement ce que faisait le médicament, eh bien on a pu mettre en évidence l'activité de ce médicament. Avec les Américains, on a participé à un large essai vaccinal et l'OMS dans des conditions assez extraordinaires, parce que ce vaccin qui existait mais qui n'avait jamais été testé, il existait dans les laboratoires de l'armée américaine, parce que Ebola est aussi un agent pathogène, c'est aussi un agent éventuellement de bioterrorisme. Et l'ensemble de ces agents sont possiblement des agents de bioterrorisme. Donc les seules recherches qui étaient menées étaient en fait financées par l'armée américaine. Donc à partir de ce vaccin, on a pu mettre en évidence l'efficacité d'un vaccin. Et puis chez les survivants, eh bien, on a étudié à la fois leurs conditions sociales, socio-culturelles, leur réponse immunitaire, enfin
toutes les questions qu'on peut se poser. Pourquoi quelqu'un survit par rapport à une maladie aussi grave? Est-ce que le virus était différent? La réponse non, le virus n'était pas différent. Et puis, on a mis en évidence en fait que les survivants étaient eux-mêmes réservoirs de ce virus, et après avoir survécu, eh bien, pouvaient, pendant plusieurs mois, sécréter du virus et être contaminants, en particulier au niveau de leur sperme. Et ça, c'est une révolution dans le domaine de ce domaine de l'infectiologie. On vient de le montrer à la fois dans Ebola, mais aussi dans Zika, c'est que l'homme peut être aussi un réservoir de ces virus émergents et le transmettre de façon sexuelle. Donc, c'est toute cette recherche qui a pu être menée. Et puis, on s'est posé quand même la question, au bout de tout ça, mais pourquoi il y a eu une telle épidémie dans ces 3 pays en 2014, alors qu'avant, c'était relativement restreint? Eh bien, je n'ai pas la réponse, et c'est d'ailleurs inquiétant, parce que ça veut dire que Ebola repartira, même si on est mieux outillé pour l'accueillir, entre guillemets, et s'en emparer, mais Ebola reparaîtra. On a néanmoins quelques pistes. Premièrement, ce virus n'était pas différent. Il n'avait pas muté, il n'était pas spécialement agressif. Deuxième élément, eh bien, quand on regarde, parce qu'on a travaillé beaucoup en multidisciplinaire avec des anthropologues, des géographes, des médecins, bien sûr, et il y a deux explications. La première, c'est la déforestation fait que les villages se sont trouvés dans des conditions où ils se rapprochaient finalement du risque du réservoir chauve-souris. Première explication. Et puis une deuxième, ces tout petits pays qui allaient très très mal en fait, et qui avaient des PIB, qui avaient des revenus qui étaient très très bas, avaient néanmoins des PIB qui montaient, qui étaient de l'ordre de 8%, qui nous ferait rêver en France. Et ce petit PIB supplémentaire permettait par exemple une utilisation des taxis-brousses beaucoup plus importante dans les 2 ou 3 années qui ont précédé en Guinée que ce qu'il y avait eu auparavant. Qui dit taxi-brousse, dit mouvement de population, intervillage. On n'est pas obligé non plus de toujours regarder entre Paris et New York. L'interconnexion de villages dans le grand sud guinéen a permis probablement cette évolution. Conclusion. Quelles sont mes remarques? La première, il va survenir une autre crise sanitaire dans les années qui viennent, et une autre grande crise pandémique. On reverra peut-être Ebola, mais là on le gérera, parce qu'on a tous les outils pour le gérer, mais il sortira un nouveau virus ou un virus muté. On ne peut pas prédire l'avenir, donc je ne peux pas vous dire quel va être ce virus. Ce qu'on peut faire, c'est essayer de prévoir et d'anticiper et de mettre en place des outils durant ce que nous appelons l'intercrise pour essayer d'anticiper une réponse rapide. Alors ça va très loin, ça va de la réforme de l'OMS qui a été, vous le savez, très très critiquée sur sa réponse à Ebola. Ça va en France sur la mise en place d'un certain nombre d'outils. Ça va sur les questions de recherche, prévoir, je dirais, toute une panoplie de questions de recherche sur un virus X ou Y, et ensuite d'avoir la boîte à outils qui permet de répondre à telle ou telle situation de crise. Et puis, c'est quand même faire preuve aussi d'avoir des équipes qui sont prêtes à être actives tout de suite. Pour rentrer dans ce type de crise, il faut être un peu cow-boy de la recherche et être capable d'activer ce qu'on a pu faire d'ailleurs en grande partie sur Ebola, d'autres chercheurs qui n'étaient pas spécialement sur Ebola, puisqu'il y en avait très peu, et de les activer, de les mettre en leur disant « c'est une crise sanitaire, et donc il y a urgence ». Pas toujours facile. Et en fait, pour terminer, et je termine, je pense que la France n'est pas prête. C'est là où je vous ai dit que j'allais être un peu inquiétant. La France n'est pas prête. Parce que, bon, tout ça, on a petit pays, vous ne savez pas trop où ça se passe, c'est le bout du monde. On a parlé d'un certain nombre de virus aussi du bout du monde. Et si on a un virus grippal, qui mute, qui est transmis par voie aérienne et qui survient en France. Vous avez vu la question qui s'était posée en 2009, et l'ensemble de la réaction peut-être inappropriée qu'il y a pu y avoir à ce moment-là, mais néanmoins la question a été posée. Et on voit bien que ce type de question montre bien, et je terminerai là-dessus,
que les crises sanitaires doivent être inscrites dans l'échelle des crises, de la même façon qu'on a une crise liée au terrorisme, une crise financière, une crise liée au climat. Eh bien, les crises sanitaires doivent être inscrites dans l'échelle des crises et elles ne doivent pas être seulement laissées aux médecins, elles doivent être discutées avec les politiques. Merci.